Recording. Voilà. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Ghislaine. C'est une de mes amies que je forme en DevOps. Donc, du coup, j'ai jugé nécessaire, au lieu de faire deux formations DevOps séparées, de plutôt unir les deux groupes que je forme en DevOps. Parce qu'aujourd'hui, elle est seule, mais généralement, elle n'est pas seule. Il y a deux étudiants d'Info 3 ou également que je forme ici en DevOps. Donc, au fait, qui participent aussi à la formation. Donc, je me suis dit que au lieu de faire deux formations différentes, pourquoi ne pas faire juste une seule formation et enseigner les mêmes choses, puisque nous allons généralement voir les mêmes choses. C'est vrai qu'au niveau de la formation sur les microservices avec Django, bon, ceux qui font les microservices avec Django, j'ai plutôt dit qu'on devait introduire les notions de DevOps. Mais étant donné que nous avons un mois devant nous, je ne vois pas pourquoi introduire simplement les notions de DevOps. S'il y a moyen, s'il y a la possibilité, si Dieu le permet, comme on dit souvent, c'est mieux de travailler complètement le, le truc. Vous voyez un peu? Donc c'est mieux de travailler la chose en profondeur. Donc, je vais travailler au niveau où je connais. Parce qu'il y en a ce qu'on appelle les experts DevOps qui connaissent encore plus. Donc, je vais vous montrer ce que je connais. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de partager le bureau de ma machine. La connexion est extrêmement mauvaise, mais je vais faire avec. Donc, on va partager le bureau. Je vais partager le bureau de ma machine. Donc, vous allez certainement voir les images après le son. Donc, le son va passer avant et l'image va arriver après. Mais quand même, on va se battre avec. Le plus important, c'est de comprendre un truc. Et je sais que durant cette session-ci, nous allons essayer de comprendre au moins ce que c'est que les notions DevOps. Et mercredi, nous allons commencer par la pratique. Bah, c'est bien de comprendre ce que c'est que le DevOps, mais c'est aussi mieux de le pratiquer aussi pour bien caler les connaissances, pour faire asseoir les connaissances. Et ceux avec qui j'ai commencé sur le parcours DevOps, on a déjà eu à commencer à implémenter les fonctionnalités telles que nous avons vu les commandes Linux, nous avons vu comment administrer un système Linux, nous avons vu comment créer des machines virtuelles avec Vagrant, nous avons introduit Docker et je crois aussi qu'avec vous les gars de Python, nous avons également aussi fait Docker, nous avons vu ce qu'est un Dockerfile, nous avons vu un Docker Compose et nous avons également bien vu les pratiques Git, les méthodologies Git au niveau de la formation DevOps. Mais je vais profiter de la session d'aujourd'hui, comme on le dit souvent, généralement, la répétition est la mère de l'enseignement. Donc, je vais un peu reprendre encore les bonnes pratiques Git pour voir comment est-ce qu'on peut versionner un logiciel. Et je pense que ça va aider tout le monde. Bon, sans toutefois tarder, je veux partager l'entièreté de mon bureau. Donc, je préfère partir sur un écran plus petit aujourd'hui pour permettre à tout le monde de voir ce qui se passe. Donc, tout d'abord, je veux lancer Freeform, qui est l'outil que j'ai utilisé pour essayer de modéliser quelque chose. D'accord? Donc, nous allons commencer à ce niveau. Ce coup-ci vise les compétences DevOps. Donc, et j'ai dit dans la formation Python qu'on devait plutôt se baser sur Jenkins. On devait utiliser Jenkins, qui est un outil qui permet de créer ce qu'on appelle les pipelines. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai décidé de passer via GitLab, puisque je connais un peu des deux outils. Donc, je suis donc passé par GitLab pour essayer. Donc, nous allons travailler avec GitLab parce que, bon, GitLab, pas parce que GitLab a beaucoup plus d'avantages par rapport à Jenkins. Les deux sont très bien utilisés. Et j'ai préféré passer par GitLab parce que GitLab déjà utilise la version, les fichiers de configuration de GitLab sont en YAML. Donc, étant donné que nous avons fait YAML avec Docker, nous avons fait YAML avec Docker Compose, je me suis dit que en utilisant la même syntaxe au niveau de GitLab, ça devait être un peu plus bien. Et je sais qu'il y en a qui vont dire que bon, il y a aussi GitHub Action qui utilise la même syntaxe. C'est on pouvait aussi passer vers GitHub Action. Et ce qui est intéressant avec GitLab, c'est que vous pouvez installer votre runner directement au niveau de votre système et puis faire votre CI/CD. Donc, si vous êtes une équipe, par exemple, comme les étudiants que j'encadre actuellement, si vous êtes une équipe et que vous travaillez, vous pouvez avoir un repo local, dans la version communautaire que vous avez installé sur votre machine. Ça va se comporter comme un GitHub en cloud et vous pouvez faire les push et lancer les tests automatiquement sans toutefois passer par l'internet. Donc vous pouvez tout dockeriser au niveau de votre application, mettre vos différents webhooks qui vont déclencher les actions.
Donc, voilà pourquoi je justifie ce qui m'a fait prendre GitLab et nous allons plutôt bien nous amuser avec GitLab. GitLab CI/CD, bien sûr. Bon, comme objectif de la formation, nous allons parler des problèmes qu'il y avait avant l'arrivée du CI/CD. Donc, nous allons un peu faire un tour dans l'avenir, dans l'âge de la pierre taillée. Nous allons un peu essayer de voir ce que nous avions avant que les CI/CD viennent commencer à nous faciliter la vie. Nous allons parler du Continuous Integration. Nous allons voir ce que c'est qu'un Continuous Integration. Nous allons également parler de ce que c'est qu'un le Continuous Delivery. Et nous allons voir comment construire les pipelines basiques. Ça, c'est pour mercredi. Nous allons voir comment concevoir les pipelines basiques. Et samedi, nous allons voir l'architecture de GitLab. Nous allons voir comment GitLab se passe, comment tout le fonctionnement interne de GitLab. Et lundi prochain, nous allons construire un pipeline un peu plus avancé où nous allons le faire sur un microservice. Nous allons faire sur un microservice Java et un microservice Python. Et j'espère que vous êtes déjà tout content à l'idée de découvrir ce que c'est que le DevOps. Donc ça, c'est une partie du DevOps qu'on appelle CI/CD. D'accord? Parce que le DevOps, j'ai dit, c'est 5 grandes étapes. Donc nous allons énumérer ça. Vous êtes une équipe de développeurs que vous êtes là en train de travailler. D'accord? Donc vous êtes une équipe de dev, vous travaillez sur un code. Dans une équipe de développeurs, vous pouvez avoir plusieurs membres. Vous pouvez avoir des codeurs, vous pouvez avoir des product owners, vous pouvez avoir celui qui gère le projet et tout, et tout, et tout. Vous pouvez avoir même des testeurs, ceux qui sont chargés du déploiement. Tout ça, vous devez travailler en chaîne. Donc, vous devez travailler ensemble pour que le projet puisse bien avancer. D'accord? Donc, vous devez pouvoir communiquer déjà sur ce qui se passe, participer à toutes les réunions, aux conceptions et voir tout ce que les équipes sont en train de faire pour avoir une bonne coordination entre vous. Le souci est que dès que vous travaillez, vous avez peut-être une première version de votre application. Vous avez une première version de l'application que vous voulez déployer. Là, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, tester, déployer. Les utilisateurs vont se connecter au niveau de votre application, essayer de faire des actions qui sont définies dans le besoin fonctionnel. Tout ça va plutôt bien se passer parce que vous avez écrit, vous avez déjà une première version. Quand vous avez une première version, les développeurs ont fait une première version, les testeurs ont testé, vous avez déployé. Là, vous avez mis ça dans un data center, je ne sais pas où vous avez mis ça, mais ça peut être dans un data center, n'importe où. Ça peut être déployé en local sur votre machine. Vous faites juste un forwarding port pour pouvoir laisser le port de la machine ouverte pour que les gens puissent travailler dessus. Donc, vous définissez une adresse IP publique et puis vous ouvrez un port. Les gens vont pouvoir interagir avec ça. Mais sauf que lorsque vous faites ça, vous devez rassurer que vous êtes connecté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur Internet. Si votre produit doit être disponible durant tout ce moment-là, vous devez être disponible, la machine doit être disponible et vous devez avoir des bonnes ressources parce que les requêtes seront concurrentes au niveau de votre machine. Donc vous devez avoir plusieurs requêtes qui vont arriver sur votre machine. Et en fonction du type du serveur que vous avez choisi, peut-être vous êtes sur Ubuntu et que vous avez choisi un serveur d'application comme Tomcat qui est du multithread, vous devez scaler l'application de telle manière que tout se passe bien. D'accord? Là, on n'a pas encore affaire à ce qu'on appelle les outils DevOps. On n'a pas encore affaire à ça. Vous allez déployer directement sur votre système Ubuntu. Tout marche bien. Pour peut-être scaler, mettre en échelle, avoir peut-être un grand nombre d'utilisateurs. Peut-être si vous êtes développeur Django, vous avez déployé avec le serveur Django qui est fortement non recommandé, qui est vraiment pas recommandé. Si vous faites du synchrone avec Django, on vous recommande généralement d'utiliser G Unicorn. Si vous faites de la synchrone, permettez que j'accepte celui qui est là. Si vous faites de la synchrone, on vous recommande généralement d'utiliser Ivicon. Au niveau de Java, si vous faites de la synchrone, c'est Netty. Vous avez déployé ça sur un serveur, sur un data center, peut-être chez Amazon, chez Google Cloud ou chez Azure. Tout fonctionne bien. Les gens ont accès à votre application. Mais lorsqu'il faut modifier quelque chose, vous devez reprendre le processus et redéployer. C'est ça qui rend un peu souvent la chose compliquée. D'accord?
Donc, voici donc quelqu'un au niveau de sa machine. On va l'appeler peut-être Jean. On va l'appeler Jean. Jean édite le code et puis il ne connaît pas les bonnes pratiques pour éditer le code. Il vient d'être recruté dans une boîte de développement. On dit que bon, voilà Jean, tu vas travailler sur une fonctionnalité. On va lui donner une feature. Jean va se dire que je ne connais pas. On va lui dire que bon, là, l'outil des versions que tu vas utiliser actuellement, c'est Git. Jean va dire carrément que bon, voilà, c'est vrai, j'ai entendu parler de Git, mais je suis nouveau, je viens d'avoir ma licence, je suis analyste programmeur. Je ne connais pas trop ce que c'est que Git. Mais maintenant, oui, est-ce qu'il y a une question? Oui, Adrien, bonsoir. Donc, du coup, on va lui dire qu'il y a une image qu'on va t'envoyer et sur cette image, tu vas voir comment Git fonctionne. Jean prend dans l'image, il ouvre ça sur sa machine. C'est plutôt une image très alléchante, mais il ne sait pas comment est-ce que cela se passe. Parce que vous-même, vous voyez que là, ça a l'air un peu sorcier. Vous n'êtes pas totalement en train de voir comment les choses se passent. Mais comme il travaille avec un CTO qui est plutôt très vraiment indulgent, il est très compréhensif, elle a un bon cœur comme Ghislaine. Et du coup, elle va se dire que bon, là, je comprends bien comment Git fonctionne et je vais t'aider. D'accord? Donc, je comprends comment Git fonctionne, je vais t'aider. Après, peut-être le taf, on peut prendre peut-être 1 heure maximum, tu vas tout comprendre. Il se dit que, mais comment est-ce que je vais comprendre Git en une temps? Elle va lui rassurer que non, laisse, ça m'a pris du temps à comprendre, mais je connais le secret. Et tout va bien se passer. Après le taf, ils vont se voir. Gisèle va dire que bon, voilà, je peux plus t'aider 1 heure, mais je vais t'aider 30 minutes. J'ai urgence à la maison, je dois aller chercher mon fils à quelque part. Il s'est dit, même 30 minutes, c'est tellement beaucoup. Nous sommes peut-être à l'étranger, c'est beaucoup pour moi. Gisèle va dire que bon, vas-y, lance l'image, ouvre l'image sur ta machine. Et il ouvre l'image et dit que bon, voilà, tout ce que tu vois là en vertical, c'est ce qu'on appelle les branches. Voilà les branches. Nous avons la branche master qui peut également être main. Nous avons la branche hotfist. Nous avons la branche release branch. Nous avons la branche develop. Nous avons maintenant ça, ce sont ce qu'on appelle les branches feature. D'accord? Feature branch. Il va dire que oui, c'est très beau, mais à quoi ces branches? Pourquoi avoir tellement de branches? Pourquoi ne pas juste avoir une seule branche de travail? Et je vais dire, ah d'accord, ouais, je comprends vraiment. Tu ne comprends pas vraiment Git. Je vais vraiment t'aider. Je pense que je vais faire l'effort d'aller peut-être à 35 minutes pour que tu comprennes bien. Elle va lui dire que au niveau de cette branche, c'est la branche main. C'est la branche qui part en prod. C'est la branche qui part en production. C'est la branche main. Et il va dire que bon, je connais au moins ce que c'est que la production. Elle va se rassurer que est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est que la production? Elle dit que bon, c'est le fait de déployer, mettre l'application à la disposition du monde entier pour qu'il soit accessible par n'importe qui et de n'importe où. Elle va dire que lorsqu'on travaille, il y a la branche main où personne ne doit entrer. Personne ne touche ce qui est au niveau de la branche main. Tout ce qu'on peut faire sur la branche main, c'est de faire ce qu'on appelle donc on peut juste faire un pull. On peut juste tirer ce qui est au niveau de la branche main. Lorsqu'on veut travailler, tout développeur va se situer au niveau de la branche develop. Voilà la branche develop. Tout développeur va se situer au niveau de la branche develop. Quand on initialise le projet au niveau de la branche main, on se rassure que le projet est à jour. Dès que le projet est à jour, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle branche qui va s'appeler la branche develop. Et lorsque nous sommes au niveau de la branche développe, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc faire un git merge. En faisant un git merge, on renseigne le nom. Donc, on se met sur la branche sur laquelle on veut tirer les éléments. On va donc faire un git merge. On tire les éléments de la branche où on va récupérer les éléments. Je vais récupérer les éléments au niveau de la branche master. Je renvoie ça au niveau de la branche développe. Là, tout est bon. Tout est nickel. D'accord? Et on va dire que bon, voilà, on peut faire les configurations initiales au niveau du projet. Dès qu'on fait les configurations, on va faire les commits, les commits, les commits. Dès que celui qui peut-être est chargé de configurer le projet, ou bien le projet owner, ou bien le CTO, ou le senior qui est au niveau de l'équipe va faire toutes les configurations, connexion à la base de données, tout ce qui est là maintenant. On va se dire que bon, voilà, il faut que Adrien développe peut-être la fonctionnalité ajouter une publication. On va se dire que l'application que nous voulons développer, c'est un blog pour publier les articles, commenter les articles, taguer les articles, s'authentifier, se connecter et tout ce qui va avec. On va dire que, Adrien, tu vas travailler au niveau de la fonctionnalité ajout de commentaires. Voilà la fonctionnalité qu'Adrien va travailler dessus. Adrien va dire que d'accord, il a compris. Il fait quoi?
Il va donc se connecter sur sa machine, aller sur la branche Develop, d'accord, faire un git statut pour regarder est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été committées. S'il y a des choses qui n'ont pas encore été committées, il va aviser donc c'est OK, il faut donc faire le commit pour que la branche soit à jour. Dès que tout est déjà commité, il va créer une nouvelle branche en tapant la commande git branch, d'accord, il donne le nom de la branche. Dès qu'il va donner le nom de la branche, maintenant, il va faire git checkout. Dès qu'il va faire un git checkout, il met le nom de sa nouvelle branche. Et le nom de la branche va commencer par feature. Comme vous voyez ici là, feature. Ça commence toujours par feature, le nom de la branche. Maintenant, après feature, il y a ce qu'on appelle le slash. À côté du slash, maintenant, vous mettez le nom de la fonctionnalité que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire peut-être un create post, il faut mettre là-bas create post en utilisant la notation, le snake case, donc les soulignements, les tirets du 8, comme on dit généralement chez nous, les tirets du 8, pour dire que là, vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer une fonctionnalité qui permet d'ajouter les publications. Tout a déjà été configuré pour vous, là-bas, les données ont été configurées, tout est nickel. Dès qu'il a fait ça, il a créé la nouvelle fonctionnalité, il est au niveau d'ici. Et Ghislaine aussi à son niveau, qu'est-ce qu'elle fait? On lui a dit que tu vas travailler sur la fonctionnalité, modifier la publication ou bien récupérer une publication. Voilà, donc getPost. Elle va créer sa branche qui est là, elle va être sur sa branche qui sera getPost. D'accord? Ce sera feature/getPost. Adrien, en tant que développeur Java, donc je vais dire que il y a Assemi et Adrien qui sont sur cette branche-là. Mais en réalité, vous ne pouvez pas travailler sur la même branche, c'est impossible. C'est juste pour parler, pour faire analogie au développement Spring Boot, au développement Java et au développement Django. Puisqu'il y a deux équipes ici, il y a les équipes de Django et les équipes de Java, pour que ce soit équilibré pour tout le monde. Adrien, qui est développeur Java, va dire que bon, voilà, je vais créer le repository. Il va créer le repository, d'accord? Il fait un commit parce que le repository, vous n'avez pas besoin de le tester actuellement. Il fait le commit. Voilà le commit qu'il a fait. Après, Adrien va dire que bon, j'ai besoin de travailler avec les DTO. Il va créer les DTO, soit un DTO pour la requête et un DTO pour la réponse, ou bien un DTO général qui va gérer la requête et la réponse au même moment. Assemi à son niveau, lui va dire que bon voilà, je suis développeur Django. Ce que je vais faire, c'est quoi? Au lieu de, quand Adrien est en train de créer les DTO qui vont permettre, DTO qui signifie Data Transfer Object, qui va permettre de pouvoir échanger les données entre le client et l'application. Parce que les DTO permettent souvent de cacher certains champs ou bien d'exposer ou bien de faire une certaine logique sur les champs avant d'afficher à l'utilisateur ou bien récupérer et faire certains traitements avant de persister. Il va dire que bon voilà, le DTO, Adrien c'est en train de faire ses DTO pour la requête et pour la réponse. Et Assemi sera en train de faire ce qu'on appelle la sérialisation. La sérialisation, c'est la même chose que les DTO. Ça va permettre de cacher certains éléments et de récupérer les éléments au niveau du client. Dès qu'il fait la sérialisation, d'accord, il ne va pas faire le commit directement. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont leur mettre ce qu'on appelle les tests unitaires. D'accord. Et Adrien, à son tour, ayant juste fait le DTO, ne peut pas encore mettre en place les tests unitaires. Mais Assemi, lui qui est sur Django, peut déjà faire les tests unitaires. Pour qu'Adrien fasse les tests unitaires, il doit donc créer ce qu'on appelle un mappers. Le mappers va permettre de pouvoir prendre les données du client, échanger en entité, ou bien prendre les données de l'entité, échanger aux données du client. Voilà ce que Adrien va faire. Il va donc aussi mettre un test unitaire. Dès qu'il va mettre le test unitaire, il va tester le code. Si le code marche, d'accord, il fait le commit. Si ça marche, les résultats sont attendus. Donc, s'il met une donnée en entrée et la sortie est ce qu'il espère, il va donc faire le commit. Et Assemi également, à son niveau, va aussi faire le commit. Là, c'est bon. Gisèle également au niveau de sa branche, là, en train de développer sa fonctionnalité. Dès qu'elle fait les détails et tout ça, ça marche, elle est là. C'est bon. Maintenant, ça, c'est l'heure de vérité maintenant. Vous avez fait les tests unitaires, tout marche, et Adrien va poursuivre, aller au niveau de sa couche service, essayer de mettre la logique uniquement. Donc, il va créer uniquement la méthode qui permet de pouvoir. Généralement, la méthode même est créée si le CTO utilise ce qu'on appelle le TDD, Test Driven Development. Il va donc mettre en place déjà la classe pour vous et la méthode. Et la méthode sera vide. Quand la méthode est vide, ça veut dire que c'est à vous donc de pouvoir écrire la logique. Dès que vous avez écrit la logique, vous allez donc lancer le test unitaire au niveau du service. Généralement, encore, c'est le test unitaire encore. Ce n'est pas encore le test d'intégration. Vous allez voir est-ce que le service fonctionne. Maintenant, au niveau des Spring Boot,
Lorsque vous faites les tests au niveau du service, généralement le service fait appel à la base de données en passant par ce qu'on appelle le repository. Le repository, c'est ce qui est dans la couche DAO, Data as an Object. Il va faire appel donc à cette couche-là pour essayer de voir est-ce que on peut bien accéder à la base de données, mais on dit les tests unitaires, on ne doit pas mélanger les tests. Et pour échanger les données, parce que pour créer une donnée dans la base de données, vous devez prendre ça au niveau du client, mapper d'abord ça en entité avant de les sauvegarder. Ça veut dire que le mappers a déjà été testé au départ. Là, nous sommes donc conscients que le mappers a déjà été testé. Ça veut dire qu'on ne va plus inclure le mappers dans les tests. On va moquer le test du mapper. On considère que le mappers marche déjà. Et on va aussi moquer celui du repository. On considère que les données existent déjà. On va utiliser donc le mock pour pouvoir travailler. Dès que ça marche, Adrien va donc aller écrire le contrôleur. Assemi également va aller aussi écrire son contrôleur. Dès que le contrôleur va marcher, ils vont mettre ce qu'on appelle les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est pour voir que est-ce que si l'utilisateur appelle la route create post, est-ce que ça va vraiment ajouter une publication dans ma base de données. Vous avez fait le test manuel, ça marche, mais il faut écrire dans le code pour voir si ça marche. On appelle ça les tests d'intégration. C'est pour voir si les différentes couches de votre application s'intègrent bien ensemble. Est-ce qu'il y a interopérabilité entre eux? Oui, si tout marche maintenant, vous avez fini avec la feature, vous êtes à ce niveau-ci, vous avez fini avec la fonctionnalité. Il faut donc faire ce qu'on appelle un mesh. Si vous travaillez seul, d'ailleurs, si vous travaillez seul, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mesh. D'accord? Mais si vous ne travaillez pas seul, vous travaillez en équipe, il y a les CTO qui vont faire la revue de code, vous créez ce qu'on appelle une pull request. La pull request, ce sont les CTO qui vont faire la revue au niveau du code et ils vont mélanger ça pour vous. Ils vont mélanger ça où? Sur la branche develop. D'accord? Dès que c'est sur la branche develop, les choses marchent plutôt très bien. D'accord? Vous avez peut-être fait ajouter, elle a fait pour get post, quelqu'un a fait update, une autre a fait peut-être delete, ça marche. On dit que bon, on va se dire que on peut commencer à travailler avec l'application. On va se dire que c'est la MVP et puis on peut déployer ça avant que, ou bien, oui, même pas que déployer, on peut se dire qu'on peut commencer à utiliser ça avant que la partie commentaire n'arrive. Hein. On va donc mettre ça sur la branche release. Release, ça veut dire que c'est la première version de notre application. Vous voyez un peu. Et quand on fait une release, il faut toujours taguer. Dès que vous avez tagué, vous avez mis 1.0, c'est la première version de votre application. Et puis, au niveau des releases, vous pouvez avoir plusieurs releases. Vous pouvez avoir plusieurs releases. Généralement, s'il y a des choses qui ne marchent pas bien, et quand on dit release, ça veut dire que c'est une version qui peut déjà aller en ligne. Maintenant, au niveau de la version release, si vous voulez ajouter une autre fonctionnalité, on va dire que bon, on peut aussi ajouter la partie peut-être. On a travaillé au niveau des publications. Nous nous sommes rendus compte qu'on occupait toutes les publications au niveau de la base de données. On veut au moins ajouter la pagination. Vous quittez donc au niveau de la release. Vous tirez donc, vous mettez au niveau des développes. Quelqu'un va donc venir récupérer ça pour ajouter les fonctionnalités. Ajouter les fonctionnalités. Dès que vous allez ajouter les fonctionnalités, jusqu'à il y a quelque chose qui marche, vous remettez encore au niveau de la branche développe et que vous avez fait tous les tests qui marchent bien, vous ajoutez ça au niveau de la branche développe. Dès que c'est sur la branche développe, vous pouvez envoyer au niveau de la release. La release peut aller au niveau de la branche master parce que c'est une autre version. Ça peut être la version 1.1 de votre application et ça peut directement aller en ligne. D'accord? Voilà un peu le fonctionnement des guides. Maintenant, si vous êtes au niveau de la branche ici, la branche master, et qu'il y a un bug au niveau de votre application, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus revenir au niveau de la branche développe avec pour vous voir, c'est pas une fonctionnalité, c'est un bug que les utilisateurs ont remarqué. Ils ont vu que peut-être il faut cliquer sur le bouton 2 fois pour pouvoir se connecter. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère ça, on met sur la branche hotfix et dès que c'est sur la branche hotfix, qu'est-ce qu'on fait? On remet encore au niveau de la branche master et on redéploie. Là, vous allez voir ici, le tag a changé, c'est devenu 0,2. Ça c'est un peu comment Git fonctionne. Voilà les bases que vous devez comprendre pour bien collaborer en entreprise avec vos différents collègues. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été dit? Bon, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Je vais continuer. Maintenant, vous voyez, tout ça est fait, c'est plutôt bien. J'ai bien dit, on va publier tout ça. Mais à quel niveau GitLab CI/CD intervient? D'accord? Donc, on va donc entrer en profondeur de GitLab CI/CD. Dès que vous avez développé une feature, comme j'ai dit ici, vous avez développé une feature qui marche bien, vous avez donc lancé les tests.
quand les tests passent au vert, tests unitaires et tests d'intégration, quand ça passe au vert, ça veut dire que déjà, vous pouvez, c'est la fin du sprint là. Parce que dès que vous êtes allé au niveau, dès que vous avez défini un sprint en entreprise et que vous avez pris une tâche au niveau de votre Kanban, dès que vous avez fait les tests, que tout marche bien, ça veut dire que c'est la fin du sprint en attendant que le code passe à la review. Mais si vous lancez dans les tests avec peut-être GitLab CD et que le test échoue, vous allez revenir encore au niveau d'ici là, essayer de switcher pour faire tout ce que j'ai déjà eu à expliquer ici là. Mais dès que tout est bon, vous relancez encore le test. Si c'est bon, vous passez maintenant à la fin du sprint. Et dès que le sprint est fini, vous pouvez déployer. Et vous faites tout ça manuellement. Manuellement, je dis bien manuellement. Vous voyez que l'humain intervient à chaque étape que nous sommes en train de faire. Donc, l'utilisateur intervient à chaque étape. Maintenant, voici un petit diagramme que je fais pour vous montrer au moins ce qui est minimal à faire. D'accord? Ce qui est minimal à faire et c'est fait manuellement. Quand vous avez initialisé le projet, vous avez développé le projet, vous avez fait les tests. Dès que les tests marchent, vous devez ajouter ce qu'on appelle un Dockerfile au projet pour pouvoir dockeriser. Et avec un Dockerfile, vous pouvez construire une image Docker. L'image Docker, c'est ce qu'on déploie généralement au niveau des serveurs. Donc, dès qu'on va orchestrer. Dès que vous avez l'image Docker, vous devez pusher ça sur un Docker Registry pour pouvoir le déployer facilement. Et dès que vous avez pusher ça sur un Docker Registry, ça peut être Docker Hub ou bien ça peut être un registre local que vous avez créé au niveau de votre machine avec l'outil comme Nexus. Vous pouvez donc ajouter ce qu'on appelle les manifestes. Les manifestes, ce sont des fichiers de configuration que Kubernetes utilise généralement. Vous avez peut-être le fichier deployment, vous avez le fichier services, vous avez peut-être le fichier ingress, vous avez le fichier config.mark. Vous voyez, vous avez beaucoup de fichiers, comme les anglophones disent souvent, et bunch of files. Donc, vous avez tellement de fichiers que vous pouvez déployer pour pouvoir apporter certaines configurations, ou certains comportements à votre outil de gestion. Et dès que vous avez fait ça, vous pouvez passer soit par Kubernetes pour pouvoir déployer, ou bien vous pouvez passer par Chef pour pouvoir déployer ça. Là, c'est quelque chose qui marche également très bien. Dès que vous avez déployé au niveau des Kubernetes, rassurez-vous que vous déployez d'abord dans l'environnement des tests. Parce que vous ne pouvez pas faire les tests unitaires, tests d'intégration, vous dit que l'application fonctionne déjà bien. Vous déployez dans ce qu'on appelle un environnement de tests. L'environnement de tests, quelle est la différence entre l'environnement de tests et l'environnement de développement qui est ici? C'est que l'environnement de tests contient donc les données des tests. Ça peut avoir une base de données qui est déjà préconfigurée avec les données des tests qui sont un peu plus pesantes, qui sont plutôt normales, qui va vous permettre de pouvoir tester l'application si ça marche. Dès que vous avez effectué tous les tests, unitaire, intégration, généralement, on peut se limiter à ces deux tests-là. Il peut aussi avoir les tests de concret et plusieurs types de tests. Là, ce n'est pas un cours qui est basé sur les tests. Soit vous pouvez directement passer en production si vous êtes tellement sûr de ce que vous avez au niveau de l'environnement des tests. Ou bien vous pouvez passer au niveau de l'environnement de staging. Le staging, c'est un environnement qui est très proche de l'environnement de production. Ça contient presque les mêmes données au niveau de l'environnement de production. Nous allons détailler ça tout à l'heure en bas. Quand je parle de staging, ça peut égarer beaucoup d'entre vous, mais ce n'est pas un problème. Nous allons détailler ça juste en bas. Avant de détailler, nous allons parler du continuous integration. D'accord? Voilà, ça c'est ce qui se passe. Enfin, c'est ce qui se passe sans le continuous integration, le continuous delivery. Vous voyez, tout est manuel, tout se fait à la main, tout est manuel. D'accord? Maintenant, qu'en est-il maintenant du continuous integration et le continuous delivery? Vous voyez que les choses deviennent un peu plus complexes ici là. Bon, pas plus complet, mais plus complet. D'accord? Je pense que c'est le mot qu'il fallait utiliser. Donc, voici un roadmap que moi j'utilise généralement pour développer mon application. Et libre à vous peut-être de l'adopter ou bien d'adopter ce que vous connaissez déjà. C'est ce que j'utilise, ça marche plutôt bien chez moi. Donc j'ai décidé de partager ça avec vous pour que vous essayiez aussi de voir comment est-ce qu'on fait. Parce qu'en partageant, quelqu'un peut me dire que bon voilà, il y a telle étape que tu as mis en trop ou bien il y a telle étape que tu as oublié, je pense que tu devais plutôt faire là. Ensemble, on essaie un peu de voir comment on peut échanger pour avoir quelque chose qui marche un peu mieux. Comme on dit souvent, l'union fait la force. Quand on a initialisé un projet, d'accord, quand vous avez créé un projet, ça peut être un projet Django, FastAPI, Go, Host ou bien Spring Boot, vous devez créer ce qu'on appelle un outil. Vous devez versionner le projet. Donc, vous devez initialiser Git comme on dit souvent. Vous devez utiliser ce qu'on appelle un outil de versionning. Donc, version control system. Le plus utilisé que je connais, c'est Git. Dès que vous avez créé un repository, vous initialisez
un repository local et peut-être à distance pour pouvoir envoyer l'application. Vous devez créer les différentes branches que nous avons vues. Quand je parle des différentes branches, je parle généralement de la branche main, je parle de la branche develop, hotfix, release, tout ça. Dès que vous avez créé ces branches-là et configurer l'application comme cela se demande, faire les différents comités au niveau de la configuration, les développeurs qui travaillent sur le projet vont aller récupérer les différentes tâches et créer donc les branches feature. Parce que c'est chaque développeur qui crée sa branche feature. Et pour que la branche feature, ça va commencer toujours par feature slash. Dès que vous avez travaillé, vous devez écrire le code. J'ai dit là, write small part of feature. Donc, écrire des petites fonctionnalités. Si c'est la base de données que Assemi est en train d'écrire avec le modèle Django, il doit donc écrire la base de données avec le modèle Django. Je vais directement profiter de l'occasion pour vous montrer à quoi cela ressemble. Si je viens donc au niveau de mon petit service ici, là, voilà. J'ai écrit les différents tests pour montrer comment les choses marchent. Laissez-moi un peu zoomer pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais zoomer l'application là. Voilà. Je vais cliquer sur corps, aller dans modèle et dans modèle. Voilà à quoi ressemble un modèle au niveau de Django. D'accord. Vous voyez qu'on peut tester ce modèle-ci et on peut également tester ce modèle-ci pour voir si ça marche vraiment. Donc j'ai écrit donc ce qu'on appelle un test unitaire. Je profite de l'occasion pour vous montrer rapidement. Voilà mon dossier test. Et dans mon dossier test, j'ai également plusieurs dossiers de tests. Je vais passer un peu au code blanc, au thème blanc, pardon. Si possible, voilà. Je crois qu'ici, c'est possible de passer light theme. Je vais choisir un thème light. Voilà. Ici, ce que je peux faire, j'ai mis dans un unit testing là. Et dans unit test, j'ai mis test modèle. Dans test modèle, j'ai écrit les différents tests qui sont liés au modèle. Voilà comment je teste comment créer une catégorie et teste comment créer un modèle. Et tout ça marche plutôt bien. D'accord? Donc voilà ce que je fais. Donc, dès que tu écris la petite partie ici là, tu fais son test. Dès que ça marche, tu écris cette petite partie ici là, tu fais son test, ça marche. Donc, dès que tu écris ceci d'abord, tu fais son test, dès que ça marche, tu fais le commit. Et en faisant le commit, dans le message, ça va tout commencer par fit, parce que vous êtes en train de créer une feature. F-E-T. F-E-A-T. Ça commence toujours par fit. Dès que tout ça est nickel, ça marche plutôt bien, vous allez écrire les petites parties du code, le write small part of feature, et vous allez faire les commits. Vous faites donc, vous faites donc les unit testing. Vous faites les tests unitaires. Dès que les tests unitaires marchent, vous faites le commit. Si le test unitaire ne marche pas, vous faites le refactoring pour voir ce qui n'a pas marché au niveau du soit de la logique. Si c'est le CTO qui a écrit le test unitaire, vous devez regarder votre logique. Si c'est vous-même qui avez écrit le test unitaire, vous pouvez déjà commencer par vérifier bien si votre test unitaire a été bien écrit. Mais si vous êtes persuadé que le test unitaire a été bien écrit, vous revenez au niveau de la partie métier de votre application. D'accord. Dès que vous revenez au niveau de la partie métier de l'application, vous faites le refactoring et vous refaites encore le test unitaire. Si le test passe toujours au rouge, vous refaites la même chose en boucle jusqu'à ce que le test passe en vert. Dès que le test passe en vert, vous faites donc le commit en mettant toujours fit entre parenthèses pour dire que c'est une feature. Dès que vous avez effectué tout ce qui est petit, réécrit ceci, donc vous quittez au niveau du commit, vous revenez écrire une petite partie du code. Dès que ça marche, vous faites le commit, vous revenez écrire une petite partie du code. Dès que ça marche, vous faites le commit jusqu'à ce que tout est bon. Vous écrivez donc le test d'intégration. Le test d'intégration, c'est pour montrer si la fonctionnalité que vous êtes en train de faire marche. Si c'est pour l'ajout des produits, ça marche. Si c'est pour la suppression des produits, est-ce que ça supprime réellement le produit au niveau de votre base de données. Dès que tout ça est bien fait, qu'est-ce que vous faites? Si vous travaillez seul, vous faites ce qu'on appelle un merge. Le merge permet de quitter du branche à une autre avec du code. D'accord, vous arrivez sur la branche qui n'est pas à jour, vous tirez le code sur la branche feature que vous venez de faire et puis vous mettez au niveau de la branche développe. Mais si vous êtes en équipe, vous allez demander ce qu'on appelle créer une pull request au niveau de votre plateforme de GitHub et puis les seniors qui sont au sein de l'équipe, qui sont chargés de vérifier le code, vont vérifier et vous dire si ça marche. S'il y a des choses qui ne marchent pas, ils vont revenir vers vous et vous allez recommencer encore à faire ce qu'ils vous ont demandé de faire. Au fait, vous allez apporter les modifications sur ce qu'ils vous ont demandé de faire. Dès que vous finissez de faire les modifications, vous ne faites pas directement une pull request, vous faites encore les tests unitaires et les tests d'intégration pour voir si les modifications que vous avez réellement apportées à votre code marchent comme demandé. Dès que c'est bon, si vous travaillez seul, vous faites directement
un mail sur la branche main ou bien master. Mais si c'est un pull request, dès que tout est bon à leur niveau, les CTO vont faire directement un merge. Donc, ils vont accepter la pull request et ça va merger le code au niveau de la branche main. Et dès que c'est au niveau de main, vous pouvez tirer pour dire que vous avez une release. Comme vous pouvez quitter des releases pour aller au niveau des main, ça ne dérange pas. Dès que vous avez une release, tout ce qui est important, c'est qu'il faut tout versionner. Parce que même le versionner, il va aller juste au niveau des Docker. Dès que vous avez la release, ce que vous allez faire, c'est qu'il faut dockeriser. Mais avant de dockeriser, vous devez utiliser les outils qui permettent de vérifier si le code a été bien écrit, si le code est en sécurité. Donc, un code checker, un code analyzer comme SonarQube. D'accord? SonarQube va permettre de pouvoir vérifier dans le code s'il n'y a pas les failles de sécurité, si le code a été bien écrit, respectant les bonnes pratiques du système que vous utilisez, du langage que vous utilisez. Dès que tout c'est bon, si ce n'est pas bon, vous devez aller vous devez aller corriger dans les erreurs qu'il a eu à détecter. Peut-être vous utilisez les lignes qui sont plus longues, peut-être il y a plus de 120 caractères. Python, au niveau de son linter, va refuser ça. Vous devez checker les issues. Donc, vous devez corriger les issues. D'accord? Dès que vous avez corrigé les issues, vous ajoutez donc ce qu'on appelle le Dockerfile. Le Dockerfile, généralement, peut-être c'est pas vous qui allez l'ajouter, peut-être c'est le DevOps qui va ajouter le Dockerfile, peut-être ça peut être aussi tôt. Mais s'il y a le Dockerfile est déjà là, vous pouvez donc builder à votre niveau pour voir si tout marche comme vous voulez. D'accord? Donc, dès que vous avez buildé l'image, dès que vous avez buildé, vous avez ce qu'on appelle une image Docker. Une image, c'est juste, on peut dire quoi? C'est accessible seulement en lecture. D'accord? Dès qu'on a buildé une image, vous ne pouvez pas modifier le contenu de l'image. Si vous voulez modifier l'image, vous devez automatiquement avoir le code source qui a permis de générer l'image là. Et en buildant l'image, essayez toujours de mettre la version. Et la version, c'est la version de la release que vous avez ici là. Ça veut dire que la version, le tag de l'image sera peut-être 1.0. D'accord? Dès que c'est bon, pour que ce soit déployable, ou pour que l'image ici soit déployable, et j'ai mis Docker image deux fois, ça c'est l'erreur. Pour que ce soit déployable, il faut donc checker. D'accord? Donc il faut checker l'image Docker. Check Docker. Voilà. Docker image. Check Docker image. Voilà. Il faut donc checker l'image Docker comme vous analysez le code ici. Là. Il y a ces outils qui permettent de pouvoir faire cela. Dès que nous allons travailler, nous allons voir comment tout ça marche. Donc, on va utiliser l'outil qui permet de checker l'image Docker pour voir s'il n'y a pas les vulnérabilités, si vous avez utilisé les bonnes pratiques pour pouvoir dockeriser l'image. L'autre jour, en cours pratique, je vous ai montré un fichier Java, un fichier Dockerfile qui permet de dockeriser une application Spring Boot en utilisant les bonnes pratiques. Donc, du coup, c'est la même chose que vous devez utiliser ici. Vous devez vérifier si vous avez utilisé les bonnes pratiques. Est-ce que celui qui modifie l'image n'est pas en super route? Parce qu'il faut généralement éviter de créer les couches Docker de votre application Docker en tant qu'utilisateur root. Ce n'est pas conseillé. Une fois cela fait, voilà, ça j'ai mis ici là, analyse Docker image. Ça veut dire que j'ai juste mis un tuile de trou. Il faut analyser donc l'image Docker. Et dès que l'image Docker est safe, donc c'est bon, c'est plutôt très encourageant, vous vous envoyez ce qu'on appelle un Docker Registry. Le Docker Registry, c'est un peu comme un GitHub ou un GitLab. Donc c'est un cloud qui va vous permettre de pouvoir stocker votre image là-bas. Et quand votre image est au niveau de Docker Registry public, ça veut dire que ça peut être accessible par n'importe qui. Mais vous avez la possibilité de mettre la visibilité en privé pour dire que c'est rien que vous qui allez utiliser cette image-là. Mais je crois quand même qu'il y a une limite sur la quantité d'images que vous pouvez créer, la quantité de repos que vous pouvez utiliser ou créer au niveau du Docker Hub. D'accord? Raison pour laquelle certaines entreprises ont leurs propres registres qu'ils ont créés et déposés en ligne qui permettent de pouvoir sauvegarder les images. Ou bien vous pouvez payer donc, au niveau du Docker Hub pour garder plus d'images à ce niveau-là. Après donc le registrer, il faut donc déployer. Pour déployer, vous avez besoin d'une configuration. Vous devez dire comment est-ce que le déploiement va se passer, quel est le comportement qui sera utilisé au niveau de cela. D'accord? Donc, pour cela, vous devez créer ce qu'on appelle les fichiers manifestes. Donc, add manifest file. Vous avez besoin soit d'un fichier avec toutes les configurations. Et quand vous mettez toutes les configurations, vous pouvez séparer les unes des autres avec les tirets au milieu. Ou bien vous pouvez créer un fichier par fonctionnalité. Par exemple, au niveau du déploiement, vous pouvez avoir un fichier deployment, vous pouvez avoir un fichier services, un fichier ingress, un fichier config mark, un fichier secret
qui va permettre de pouvoir donc dire comment est-ce que votre Docker va pouvoir se passer. Et vous devez donc déployer ça en utilisant ce qu'on appelle, en utilisant des outils tels que Kubernetes ou bien Puppet. Mais le souci, c'est que, pourquoi déployer ici là? Dès que vous créez un Dockerfile, l'image Docker, pour pouvoir l'exécuter, vous devez utiliser la commande au niveau de votre terminal Docker execute, mettre le port, mettre le nom de l'image, la version et tout ça, lancer. Et s'il y a les environnements, vous devez tout préciser, fichier d'environnement. Et l'application va démarrer. Mais qu'est-ce qui va arriver si les gens ou bien les utilisateurs finaux font tellement de requêtes au niveau de votre application, tellement ils apprécient le produit que vous avez proposé? Qu'est-ce qui va se passer donc s'ils font tellement de requêtes? S'ils ont fait tellement de requêtes, votre serveur peut tomber. On peut dire le server is down, le serveur est tombé. Et si le serveur est tombé, il faut redémarrer. Imaginons que alors que le serveur tombe, vous êtes chez vous que dentiste. Ça veut dire que vous ne pouvez pas redémarrer le serveur à l'instant là. Vous ne pouvez pas démarrer. Et les utilisateurs vont perdre de l'argent si c'est une application d'envoi d'argent ou bien ils vont perdre de l'argent. Donc, il faut donner un outil que si le serveur tombe, il peut redémarrer. Raison pour laquelle on passe donc via ce qu'on appelle les orchestrateurs. C'est là où Kubernetes entre en jeu. Il faut orchestrer l'application. Et ce qui est intéressant aussi avec Kubernetes, c'est que s'il y a la montée en charge, s'il y a trop de requêtes, il peut faire ce qu'on appelle un scale. Vous pouvez faire le scale manuel ou bien vous pouvez faire le auto-scale. On appelle ça le HPA, Auto-Scale Pod. Donc, vous pouvez donc faire ça pour que s'il y a plus de requêtes, il va créer ce qu'on appelle des instances au niveau de votre application. Et dès que le flux de requêtes diminue, il va donc supprimer donc les instances au niveau de votre application. Donc, voilà toute la magie de Kubernetes. C'est un logiciel qui a été créé au départ par Google, ça s'appelait Board, ça s'utilisait, je crois que c'était en 2004, ça s'utilisait en interne. Après, donc, ils ont écrit ça et puis ajouter certaines fonctionnalités, mettre ça open source et c'est utilisable par tout le monde. Le langage qui est derrière Kubernetes, c'est le langage Go. Donc, voilà des petites informations que je peux vous donner actuellement au niveau de Kubernetes. Donc, vous allez déployer l'application dans un environnement de test. Et dans l'environnement de test, vous devez exécuter tous les tests que possible. D'accord? Vous devez exécuter tous les tests que possible. Dès que vous avez exécuté tous les tests que possible, vous devez également aussi lancer ce qu'on appelle les tests de sécurité. Donc, vous faites scanner, faire un scan au niveau de la sécurité. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Vous voyez un peu, non? Donc, il y a ce qu'on appelle le DAS qui signifie Dynamic, je crois que c'est Dynamic Auto Security Test, c'est un truc comme ça là, qui est très important. Parce que ne déployez pas une application, après on vous met en prison, ça ne serait pas bon. Vous voyez un peu? Donc, vous devez faire au maximum de tests pour voir si les choses marchent. Dès que tout ça est complet et que vous avez lancé les tests, et les tests que vous pouvez lancer au niveau de l'environnement, les tests, vous allez lancer les tests unitaires. Bon, les tests unitaires ont déjà été lancés. Vous pouvez relancer encore les tests unitaires, vous pouvez lancer les tests d'intégration, vous pouvez lancer les tests de chargement. Aussi, bon, les tests de chargement vont venir plutôt après. Là, en environnement, on ne lance pas les tests de chargement, vous pouvez lancer les tests fonctionnels. Si c'est un microservice, vous pouvez lancer même les tests des concrets pour voir si un microservice peut communiquer avec l'autre sans problème. Dès que tout ça est passé, vous faites maintenant, passez maintenant dans la sécurité. Le security scan, de DSES, scan, tout ça. Dès que ça marche, vous faites encore un deploy. Dès que vous avez déployé, vous pouvez directement déployer en production ou bien vous pouvez déployer dans l'environnement staging. L'environnement staging, comme j'ai dit tout en haut, c'est l'environnement qui se rapproche de plus en plus au niveau de l'environnement de production. Pourquoi? Parce que au niveau de l'environnement de staging, vous devez faire ce qu'on appelle les tests de performance. Donc, performance test ou bien ce qu'on appelle loading test, test de chargement. C'est la même appellation. D'accord? Test de chargement, si au niveau de votre application, vous avez 1 million d'utilisateurs, en faisant les tests de chargement, vous devez simuler les 1 million d'utilisateurs, voire même plus, pour voir si cela marche. Et il y a même des experts, des Netflix qui sont allés à créer ce qu'on appelle le chaos engineering. Le chaos engineering, c'est une technique de test qui permet de casser vraiment une partie de l'application volontairement pour voir comment la réponse va se passer. Donc, vous créez quelque chose qui marche et puis vous gâtez encore pour voir comment les choses doivent se passer. Donc, faites la recherche au niveau du chaos engineering. Vous allez voir ce que c'est. Donc, c'est très, très important. Maintenant, vous devez faire les tests de sécurité approfondis à ce niveau-ci là. Et vous devez aussi faire les compliance checks pour voir si tout ça respecte les règles de sécurité et protection des données. Tout est réglementé. Est-ce que ça respecte les règles de sécurité de l'Europe, celui des États-Unis? Si tout est réglementé. Maintenant,
Il faut donc déployer. Est-ce qu'on va faire ce qu'on appelle l'auto-deploy? Non, on ne fait jamais de l'auto-deploy. Tout ça est automatisé par Jenkins, mais on ne fait pas de Jenkins ou Angular CI/CD, mais on ne fait pas de l'auto-deploy. D'accord? Il faut ce qu'on appelle ce que les team management, celui qui gère l'équipe, il peut déployer, ou bien il y a ce qu'on appelle un projet de manager, celui qui gère le projet, ou bien un projet owner. Ce projet owner, généralement, c'est celui qui a confié le projet, c'est peut-être le client, peut-être final qui a confié le projet. Lui ici, il peut déployer, il peut juste avoir un besoin, un bouton là qui va cliquer dessus. Donc, ça ne doit pas être compliqué pour lui. Il peut être un non informaticien, un non IT, et il parvient quand même à déployer. D'accord? Donc, il va cliquer sur un bouton, et ça, c'est ce qu'on appelle une démo. Dès qu'il a la démo, il peut le déployer dans la ligne. Dès qu'il déploie, il y a plusieurs types de déploiements. Parmi les déploiements, je vais citer le déploiement Canary et le Blue Green Deployment. D'accord? Au niveau du déploiement Canary, c'est quoi? Vous avez deux versions. Vous avez l'ancienne version et la nouvelle version. On va se dire que au niveau de la version ci, au lieu de remplacer l'ancienne version par la nouvelle version, on commence peut-être avec 5%. Donc on dirige le trafic de l'application à 5% sur la nouvelle version, et l'autre version, on dirige le trafic à 95%. Dès que tout se passe plutôt bien, les utilisateurs sont plutôt contents de la nouvelle fonctionnalité, les interfaces, tout est réactif, l'application est vraiment FIFA, comme on dit souvent là, on passe ici là à 10%, et ici là on cale ici là à 90%. Au fur et à mesure que le pourcentage de celui-ci augmente, celui-ci baisse. On appelle ça le déploiement canari. D'accord? Jusqu'à ce que, dès que c'est bon, peut-être au cours de la semaine, on peut passer à 100% de la nouvelle version. Donc ici, là, nous sommes peut-être à 5% de l'ancienne version, et nous sommes à 95% de la nouvelle version. Et après, ces 5% là vont virer ici, là, ça va faire maintenant 100% de la nouvelle version. Maintenant, le déploiement Blue-Green signifie quoi? Blue, c'est l'ancienne version. Peut-être on peut dire que vous avez deux blocs. D'accord? On peut dire Blue, c'est l'ancienne version, et Green, c'est la nouvelle version. On dit quoi? On va diviser le trafic en deux. 50% sur l'ancienne version et 50% sur la nouvelle version. Dans la mesure où il y a un bug sur la nouvelle version, on passe à 100% sur la nouvelle version. Donc, on fait le rollback de la nouvelle version sur l'ancienne version. L'utilisateur se contente de la nouvelle version. Vous voyez, imaginez-vous avoir l'ancienne version de Facebook de 2009-2011 quand je me suis inscrit. C'était pas aussi intuitif que le Facebook d'aujourd'hui ici là. Donc, si on veut dire que la version de Facebook se dérange, on peut rentrer à l'ancienne version et on continue à utiliser ça sans problème. Ça, c'est le Blue Green. Avant de passer complètement à la nouvelle version, on s'est rassuré que l'application a passé plusieurs temps, les mois, et que c'est stable, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc, voici ma présentation d'aujourd'hui, et j'espère que vous avez des questions sur ce qui a été dit. D'accord? Donc, je vous ai parlé d'à peu près ce que c'est que le DevOps, et sachez que tout ça c'est fait automatiquement. Donc, vous devez créer un script, une pipeline qui va gérer ça automatiquement. Ça, c'est le but de notre formation, c'est là. Vous devez être capable de créer un pipeline qui va gérer ça. Et sachez que maintenant, à chaque étape, maintenant, il y a des outils qu'il faut déjà comprendre. Par exemple, comme au niveau pour analyser le code, vous devez voir comment créer, donc déployer un serveur SonarCube en local, comment le configurer pour qu'il puisse analyser le code d'un développeur. D'accord? Donc vous devez savoir comment mettre ça en place. Vous avez vu, on a parlé de créer un environnement de dev, un environnement de production, mais en amont, nous avons vu Vagrant qui permet de faire ça. Si on n'a pas vu Vagrant, on pouvait utiliser Terraform également pour faire la même chose. Donc, on doit voir comment utiliser Vagrant, créer donc des machines virtuelles avec Vagrant. J'espère que Adrienne et Gisèle, vous êtes déjà très bons là-dessus. C'est un exercice qui n'est rien pour vous. Vous pouvez créer donc les environnements Vagrant, configurer donc, créer donc, installer donc Kubernetes. On peut installer K8S, ou bien on peut utiliser télécharger K3S également, qui est très bien, c'est très léger, très bien. Vous devez voir comment créer minimum deux clusters, avoir ce qu'on appelle un control plane, avoir ce qu'on appelle un control plane qui est le cerveau de l'application, et juste avoir les workers, ou bien les computers, ou bien les followers qui vont permettre de pouvoir, on va déployer l'application. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. J'ai des Oui, questions plutôt. oui, vas-y, c'est intéressant. D'accord. Ma première question,
c'est que je voudrais savoir héberger les images, ces images Docker dans Docker Hub de façon publique et les déployer automatiquement dans le serveur. Qu'est-ce qui est la bonne pratique? Ça, c'est la première question. Mhm. Bon, je réponds C'était d'abord à la continuer ou première. bien. Je réponds d'abord à la première où tu vas poser la totalité des questions. Oui, 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 on peut aller. Deuxième question, est-ce qu'il y a un outil qui permet de simuler l'environnement Kubernetes? Parce que moi, j'ai beaucoup de lacunes, c'est un peu flou dans ma tête comment fonctionne Mhm. Kubernetes. Est-ce qu'il Mhm. y a un outil qui permet de simuler comment on appelle, les nodes, tout Oui. ce qu'on appelle, tout, voilà, tout ce qui est inclus dedans, quoi, de Mhm. façon globale? Oui. Troisième question, quelles sont les bonnes pratiques pour dockeriser une application Django? Mhm. Et la quatrième question, est-ce qu'on va voir les deux types de déploiements que tu as énumérés à la fin là? Le blue, Le blue green, green blue et et, le canari. voilà, et le canary. D'accord. Bon, je te remercie déjà pour tes questions qui sont très pertinentes. Donc, je vais commencer à répondre à la première question. Donc, je vais aller progressivement pour que tout soit vraiment clair. Et s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, on va revenir encore dessus. D'accord? Donc, parce que le but de la formation, c'est pour que tout le monde comprenne comment les choses se passent. Et laisse-moi, avant même de répondre à la question, laisse-moi te dire que à la fin de cette formation, qui est généralement à la fin du mois, généralement pour toi et les autres, pour Sawa Dogo et le reste, et je crois que c'est Cal, Oui, je crois qu'à la fin de la formation, oui. vous saurez comment Kubernetes fonctionne, vous saurez comment configurer l'autoscaling, vous comprendrez ce que c'est que Ingress, HAProxy, vous allez tout comprendre ça. Vous comprendrez même comment créer votre propre cluster chez vous à la maison. Et je pense que vous allez comprendre. Et je pense que chacun va généralement m'appeler le matin pour me saluer. Est-ce que tu as bien dormi? Parce que vous aurez appris beaucoup de choses. Donc je suis là pour ça. Ne vous dérangez pas. Bon, Il y a- je Déjà, commence. c'est un bon soulagement Oui, d'entendre oui, ça. oui, oui, non, je suis là pour ça. Vous m'avez payé pour ça. Donc, d'accord, j'ai fait mon job et je me rassure que je dois le bien faire. En fait, je dois bien le faire. La première question, c'est quoi? Avant de répondre à ta question, si je viens au niveau de mon navigateur, je fais GitHub, je tape GitHub. Tu vas voir que je suis directement au niveau de mon repository, au fait, au niveau de ma page GitHub avec mes différents repos. Si je clique sur mes repos là, tu vas voir que j'ai créé quelques repos là. Et les repos qui sont ici, sont dans ce qu'on appelle un répertoire. C'est ce qu'on appelle repository. C'est généralement ce qu'on appelle un répertoire. Et dans ce répertoire, j'ai les différents projets. C'est la même chose que l'image. Quand tu as créé l'image quand tu as créé le code au niveau de ta machine, comme nous pouvons le voir là, si je clique ici, je viens dans Dockerfile, d'accord. Et avant de partir encore un peu plus loin, ne déployez jamais une application le vendredi soir. Ne faites jamais ça. On ne déploie pas le vendredi soir. Interdit, c'est interdit de déployer le vendredi soir. Si je viens là, je vais fermer ici, je vais un peu zoomer. Voilà mon Dockerfile. Et ici, là, j'ai plutôt utilisé les bonnes pratiques, d'accord? J'ai plutôt utilisé les bonnes pratiques. Ce n'est pas le top des tops, mais je vais recorriger, mais ça se rapproche de ce qui est recommandé. Ça se rapproche des trucs qui est recommandé. Tu vois ici, là, j'ai peut-être utilisé la commande Python manage pour lancer le serveur, mais il faut plutôt utiliser cette commande-ci là pour lancer le serveur. C'est ça qui est recommandé. Donc, voilà ça au niveau de mon Dockerfile. Dès que j'ai écrit le code ici, je peux donc builder ça au niveau de mon terminal. Dès que je build, j'ai une image avec une version. Je peux envoyer ça au niveau du Docker registré, qui est ce qu'on appelle un Docker Hub. D'accord? Et le Docker Hub est public et privé. Public si tu actives la visibilité publique au niveau de tes images, ou bien privé si tu actives la visibilité privée. Si c'est public, moi je peux venir faire un pull sur ton image. Par exemple, comme j'ai eu à pull l'image Python ici, ça veut dire que la communauté Python, ceux qui se chargent de créer les images Python, ont rendu ça public. Et dès qu'ils ont rendu ça public, j'ai la possibilité de pouvoir puller ça pour travailler avec. Ça veut dire que si toi tu crées ton image, tu rends ça public, je peux pouler pour pouvoir l'exécuter chez moi et voir comment les choses fonctionnent. Tu vois, généralement, quand tu veux déployer une application et que tu vas envoyer sur Docker registré,
peut-être pour un moment simplement, tu mets en privé. Dès que c'est en privé, tu vas pouvoir le déployer facilement. Ça, c'est la bonne pratique. Il faut le mettre en privé. Si c'est une image que tu veux aider les gens avec, tu as peut-être apporter certaines modifications à peut-être un programme ou bien c'est une nouvelle version que tu as. Peut-être tu as créé un logiciel, il y a peut-être la version installable, et puis il y a plutôt la version Docker. Là, tu vas le rendre public pour que ce soit utilisable par tout le monde. Là, c'est au niveau du Docker Hub. Maintenant, là, la deuxième question, tu as parlé encore de quoi au niveau de la deuxième question? S'il y a un outil qui peut simuler l'environnement Kubernetes. Oui, tu as demandé s'il y a une outil qui permet de simuler l'environnement Kubernetes. Oui, il y a tellement d'outils. Il y a Minikube, et Minikube qui permet de tester Kubernetes en local. D'accord? Il y a c'est Minikube. Voilà. Minikube qui est facile à installer et facile à utiliser, qui permet de simuler l'environnement Kubernetes en local. Tu as Kain, qui signifie Kubernetes in Docker. D'accord? Dès que tu as Docker, tu peux Kain Kubernetes. Voilà. Ça signifie Kubernetes in Docker. Tu peux l'utiliser ou bien K8S. Le 8 là, j'ai expliqué, c'est Kubernetes qui est au milieu là. Donc, c'est comme internationalisation et nationalisation. Internationalisation, c'est 18N, non? 18NI, ou un truc comme ça là. Et nationalisation, c'est I18. International, c'est I18. Donc, si on retire I là, on va voir 18 caractères. Nationalisation, c'est 10 ou c'est 10N, un truc comme ça là, ou c'est un truc comme ça. Donc, ou c'est N10, ça veut dire qu'il y a 10 caractères. C'est la même chose que Kubernetes. D'accord? Et il y a aussi K3S. Il y a K3S Kubernetes qui est plutôt très léger. J'ai un ami qui l'a utilisé récemment sur un projet en entreprise. Il a été plutôt satisfait. Il y a K3S également que vous pouvez également utiliser. Il est plutôt très léger. Il peut tourner sur 8 Go de RAM et parvenir à donner quelque chose qui est plutôt très bien. Donc voilà les environnements que vous pouvez utiliser. Mais nous, à notre niveau, nous allons concevoir pour nous personnellement. D'accord? Nous allons créer notre propre environnement en passant par Vagrant. Vagrant, c'est un outil qui permet de créer ce qu'on appelle les machines virtuelles. Vagrant. Nous avons fait une formation dessus et nous avons vu comment créer une machine virtuelle et approvisionner en utilisant les scripts shell, donc en utilisant Bash. Comment créer dans les règles de configuration de notre serveur et l'installation automatique des paquets. Comment gérer la notion du réseau et tout ça. Mais ne soyez pas inquiets. Dès que nous allons revenir dessus, je vais vous expliquer comment le réseau marche, le private network, le public network et tout ça. Je vais vous expliquer comment tout ça marche. Le forwarded port, je vais vous expliquer tout ça. Et dès que je vais vous expliquer, nous allons utiliser le script shell pour pouvoir approvisionner notre machine virtuelle parce que nous aurons plusieurs workers. Nous allons passer donc via Ansible. On va utiliser Ansible. Donc avec Ansible, nous allons voir comment approvisionner nos machines, configurer nos différents workers pour que tout ça puisse marcher. Donc nous allons créer les control planes et tout ça. Et vous allez voir les notes avec les yeux. D'accord? Bon. Quelle était ta troisième question? C'est les deux types de déploiement, si on Oui. va les voir. Oui, on va voir les deux types de déploiement. Généralement, on va mettre l'accent sur le déploiement canari. Et vous allez vous rendre compte que le déploiement canari, on ne fait pas d'effort. Hein. Kubernetes est là pour ça. Donc, on va juste le configurer et il va faire le job pour nous. Vous voyez un peu? On va configurer Kubernetes avec les règles de configuration. Il va faire le job pour nous. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Quelqu'un cherche à rejoindre la réunion? Elcine, elle est plutôt en retard, mais bon, quand même, elle va venir, elle va arriver là et puis on va essayer de discuter un peu ensemble. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce qui a été dit? Adrien, Ghislaine, vous n'avez pas de questions? Moi, je n'ai pas de questions. Je retiens seulement qu'il y a un trop plein d'informations. Donc. Bon, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai donné plus d'informations que souvent. Voilà, je sais que c'est step by step qu'on va mémoriser, en fait, qu'on va apprendre et travailler. Même s'il y a des incompréhensions pour l'instant, je sais que bon, c'est normal puisque c'est quelque chose de nouveau. D'accord. Et justement, j'ai préparé ce cours en tenant compte aussi de toi parce que tu m'as dit que tu fais seulement. Tu ne sais pas quand est-ce qu'on va faire ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel moment il faut faire ça. J'ai dit que c'est mieux que je mette tous ensemble en mettant donc les liaisons entre les différentes étapes
pour que tu sois à même de savoir que à telle étape du projet, voilà telle chose qui fait faire au niveau du DevOps. À telle étape du projet, voilà telle chose qui fait faire au niveau du DevOps. Donc c'est ça qui m'a poussé ou bien qui m'a amené à concevoir dans les différentes tuiles que tu as eu à voir là. Merci. Mhm. Merci. Parce que je me suis dit que savoir ce qui est fait et ce qui sera fait, puisqu'il y a Adrien qui, je pense, est le DevOps de sa team, il doit aussi comprendre, il doit aussi pouvoir euh, apporter la bonne pratique DevOps au niveau de son équipe. D'accord? D'accord. Donc, je vais poster la vidéo en ligne. Je vais mettre ça comme c'est juste une vidéo publique, ou fait une vidéo où on raconte où on explique les pratiques. Je vais mettre ça public pour tout le monde, pour ceux qui veulent bien comprendre ce que c'est que le DevOps. Et puis, ce sont les vidéos pratiques là que nous allons travailler en privé. Sans souci. Bienvenue. D'accord, d'accord. Bon, Voilà. Comment on appelle le CI/CD au niveau oui. de GitLab, c'est limité aussi. Il y a une version payante, non? Bon, il y a une version de GitLab qui est payante, mais généralement, la version de GitLab qui est payante n'est pas basée sur CI/CD, c'est basé généralement sur la gestion de projet. Par exemple, comme les entreprises qui veulent avoir le GitLab directement dans les serveurs. Parce que, tu vois, pour mettre le code, pour utiliser GitHub, généralement, on passe en ligne. Je ne sais pas s'ils ont aussi fait pour eux comme GitLab, mais GitLab a fait de telle manière que pour l'utiliser, tu n'es pas obligé de passer par le GitLab qui est dans le cloud, mais tu peux avoir ton GitLab en entreprise. Tu vois? Donc ils ont mis. Et Oui. j'ai dit que au niveau, peut-être pour travailler, il y a les outils. Par exemple, parce qu'on va voir, comment on va voir Kubernetes en local, mais je souhaite également que nous fassions même peut-être 2 séances sur Kubernetes au niveau du cloud. C'est presque la même chose, mais j'aurais souhaité que nous le fassions un peu pour voir comment ça marche. Donc nous allons utiliser Local Stack là pour pouvoir faire ça. Bon, je ne sais pas s'il offre la version AWS parce que généralement j'ai choisi AWS pour qu'on travaille dessus. Soit AWS parce que, bon, Ghislaine, elle aime PC AWS. Mais si au moment venu, on voit que Azure est mieux, nous allons aller sur Azure. Mais si nous voulons travailler sur AWS, nous allons partir à la base de Local Stack qui est comme, on peut dire quoi, un AWS en local. Vous voyez un peu. Donc, les commandes que vous tapez sur AWS en ligne marchent intégralement pour. En fait, c'est la même chose que ce qui marche sur Local Stack. Donc, c'est la version locale. Même si à un certain niveau, il y a des services qui eux aussi, ils ont mis aussi payants. Mais c'est plutôt, ils offrent beaucoup de services déjà gratuits qui peuvent nous servir. Je crois que je l'avais D'accord. installé à quelque part là sur ma machine, mais je ne vais pas l'ouvrir actuellement. Donc, je l'ai installé à quelque part sur ma machine. Et j'ai vraiment fait les tests avec S3 et ça marche plutôt très bien. Donc, j'ai fait les tests avec S3. C'est plutôt nickel. Euh, Comment on appelle AWS aussi et Digital Ocean, ils fonctionnent de la même manière. Est-ce que les commandes qu'on tape là-bas, on peut les utiliser aussi Non, sur oh, oh, Digital Ocean? GitLab, c'est juste pour gérer le code. C'est comme GitHub. GitLab et GitHub, c'est la même personne. Tu vois? Maintenant, Non, non, j'ai dit Digital Ocean, Digital Ocean. Digital Ocean, non, non, c'est pas la même chose. Ce sont tous les fournisseurs cloud, mais c'est pas la même chose. Mais ils incarnent toujours la même philosophie. Tout ça, c'est le cloud computing. Vous voyez un peu? Ok, Tout ça, c'est le cloud computing. oui. Mais à Digital Ocean, je ne me connais pas là-bas. Ok. Oui, je ne me connais pas Digital Ocean. Donc, nous Comme, allons essayer comme AWS. je me renseignais un moment là par rapport aux tarifs c'est-à-dire les facturations que AWS fait, et il facture en fonction de l'utilisation, quoi. Oui, oui, oui. Il facture en fonction de l'utilisation, le trafic. Mais pour une petite entreprise, il ne vous recommande pas de passer sur AWS. Donc, vous pouvez passer par des serveurs. Parce qu'il y a les hébergeurs aujourd'hui qui offrent aussi le cloud. Vous voyez un peu. Il y a un nom là, je vais demander à Shilotech encore. Je ne sais pas si vous connaissez Shilotech. Et il m'avait mis en contact avec un hébergeur là qui avait plutôt les très bons tarifs. Mais j'ai plutôt égaré le D'accord. contact du monsieur là. Donc, je vais écrire à Shilotech. Et puis, je vais reprendre le contact. Là, je vais pouvoir
vous envoyer le lien. Parce que maintenant, plutôt envoyer le lien, j'ai vu les prix, il offre les VPS. Donc, je pense même on pourra même prendre même un VPS là, même directement en ligne là, essayer de voir comment configurer ça. Nous-mêmes, prendre plusieurs Voilà, VPS c'est tout ça. configurés, oui, voir comment configurer un VPS nous-mêmes, mettre les certifications SSL, les TLS, tout ça configuré, sécurisé et tout ça. Et la chance que nous avons, c'est que nous avons quelqu'un qui se connaît bien en sécurité informatique. Si le temps là, il est disponible, il va nous donner un coup de main pour pouvoir nous aider dans les tâches là. Donc, c'est quelqu'un qui est très bon en sécurité. C'est l'un des meilleurs que j'ai eu à rencontrer déjà ici. D'accord. Mhm. Surtout si on arrive à nous-mêmes déployer ces MVPS en mettant tous les outils nécessaires là. Ça, Mhm. Oui, oui, parce que oui. les VPS, normalement, les providers cloud, comme tu l'as dit, sont Mhm. trop chers pour quelqu'un qui a une petite application hébergée là-bas et ça va lui coûter cher, quoi. Exactement. Donc, on peut faire un VPS. Sur le VPS, on déploie deux applications même à la fois. Une application Java, une application aussi Python qui va tourner avec les bases de données. On peut faire de telle manière qu'on déploie la base de données sur un VPS A, on déploie peut-être le serveur d'application sur un VPS B. On voit comment les deux communiquent ensemble. Mais, je vous dis déjà, pour le VPS, c'est vous qui allez payer. Moi, je ne sors pas l'argent de ma poche pour payer. Donc, je vous dis déjà, chacun va payer son Il n'y a, VPS. pas de- y a pas de problème. Oui, mais c'est pas quand même un truc qui est très coûteux. Quand j'ai vu les prix là-bas, je me suis dit, mais est-ce que c'est même réel? Parce que je vois, ils donnaient les serveurs avec les 8 CPU, avec les 250 gigas de disque dur, 10 gigas de RAM, mais c'était Ouais, plutôt moins cher. ouais. Mhm. Et c'était plus moins cher. Et Shilotech m'a vraiment confirmé que c'est ces serveurs qu'il utilise pour vraiment sa plateforme de cours en ligne. Et vous savez qu'il fait tellement d'informations en ligne. Ouais, ouais, Mhm. ouais, ouais. Même moi, j'avais rencontré sa vidéo là une fois où il parlait de ces bergers là. Mais moi aussi, je n'avais pas enregistré le lien, quoi. Oh, d'accord. Bon, la chance, c'est que comme nous sommes en contact, je vais l'écrire dès demain. Et ce qui est sûr que s'il voit mon message, Ok, il va répondre. Dès qu'il va me redonner le lien, le d'accord. contact du monsieur, et puis je vais pouvoir vous envoyer Oui, ça. Parce qu'il faut vraiment que nous fassions du DevOps. C'est important. Puisque moi-même, personnellement, je suis en train de me lancer dans le DevOps. Donc, tout ce que je connais ici, je peux dire que je suis encore dans le prologue. Parce que je vais vraiment faire le DevOps. Puisqu'avant, j'ai papillonné entre peut-être le développement logiciel, l'IA, sécurité, mais il y a de cela peu, je me suis dit que bon, voilà, je dois être software ingénieur plein, en plein temps. Je dois être développeur logiciel plein, ceux-là qu'on appelle pour résoudre les gros problèmes, pour résoudre les problèmes d'escalabilité, pour résoudre les problèmes de montée en charge, pas pour venir coder les applications. Donc, du coup, je me suis mis à apprendre donc les bonnes pratiques et je crois qu'avec ça, je vais essayer de vous partager le maximum que je peux pour que ça puisse aussi vous aider dans vos entreprises. Courage, répète. Je t'en prie, Gisèle. Bon, merci. je vais arrêter l'enregistrement. Là, même si on va continuer, ce sera aux caméras maintenant.